Aujourd'hui, je vais vous parler de programmation par contrainte. Juste avant, je vais me présenter rapidement. Je suis Cyril Dalmas. Je suis senior backend engineer à Blue Valet. Donc, je vais revenir dessus juste après. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur ce handle très original. Et vous pouvez trouver le code que je vais vous montrer ainsi que la présentation sur GitHub. Donc je disais, je travaille chez Blue Valet. Blue Valet, c'est un service de voiturier gare et aéroport. L'idée, c'est que vous réservez un voiturier et vous arrivez à la gare ou à l'aéroport, vous posez votre voiture sur l'air et minute. Elle est prise en charge par le voiturier. Vous pouvez aller directement prendre l'avion. Et à votre retour, vous avez la voiture qui vous attend. Voilà. On recrute. On a besoin de beaucoup de monde. Donc si vous voulez faire du Scala, des trucs hyper intéressants, n'hésitez pas. Il y aura de la programmation par contrainte aussi si tout va bien. Donc je disais, je vais parler de programmation par contrainte. Je vais commencer par donner quelques définitions de manière à ce qu'on parle le même langage. C'est pas très compliqué. J'imagine qu'il y a une majorité de développeurs dans la salle. Qui n'est pas développeur? Ok. Donc théoriquement, vous n'allez pas être trop perdu. Je vais donner des exemples et je vais vous faire participer un petit peu parce que du coup, ce sera un peu plus interactif, un peu plus marrant. Expliquer aussi un petit peu comment ça fonctionne. Quelques petites techniques, et puis des questions s'il y en a. Normalement, il devrait y en avoir, mais on verra bien. Donc on va commencer par les définitions. Donc je disais que je vais parler de programmation par contrainte et pas de programmation sous contrainte. Ça n'a rien à voir. Je l'ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai... Alors elle n'est pas de moi, hein, c'est un ancien collègue, néanmoins ami, Nicolas. Donc je ne sais pas s'il est là, il est peut-être pas là, mais coucou. Voilà. Plus sérieusement... les définitions. Donc on va commencer par la première définition qui vient à l'esprit, c'est la définition d'une contrainte. Une contrainte, c'est quoi? C'est une relation entre plusieurs variables. Concrètement, x inférieur à y, tous les éléments d'un tableau sont différents, et après plus compliqué, x plus y plus z carré égale 45, tout ça. Ça va jusque-là? Ok. Une variable. Donc, une variable, c'est quoi? C'est une inconnue qui peut prendre une valeur dans un domaine donné. Donc généralement une variable on lui donne un nom, x, y, z, nombre de voitures, date de début, etc. etc. Vous connaissez déjà normalement, vous n'êtes pas perdu. Donc normalement si vous avez bien suivi de quoi j'ai parlé après, quelle est la définition suivante? C'est le, en italique dans le texte, domaine. Ouais. Tout simplement c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable. Donc, à noter qu'un domaine, il peut être borné ou pas. Donc, on va avoir un ensemble fini de valeurs ou un ensemble infini. Voilà. Et il peut être discret ou continu. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir énumérer toutes les valeurs du domaine ou pas. Typiquement, l'ensemble des nombres naturels, on peut l'énumérer, même s'il est infini. 0, 1, 2, 3, etc. L'ensemble des nombres réels, bon courage. Pas possible. Un peu plus compliqué. Mais néanmoins, basé sur les définitions précédentes, un problème de satisfaction de contrainte. En fait, c'est simplement un triplet qui va comprendre des variables, donc V1 à Vk, leur domaine correspondant, D1 à Dk, et un ensemble de contraintes rapportées à ces variables. Donc les contraintes, ça va être simplement les relations logiques entre ces variables. Ça va jusque-là, j'ai perdu personne? Non, cool. Et donc du coup, la programmation par contrainte, c'est quoi? C'est une méthode de modélisation et de résolution de problèmes combinatoires sous la forme de problèmes de satisfaction de contraintes. Voilà, merci. Non, il y en a un peu plus. Hein. Ok, donc c'est quoi l'objectif de la programmation par contrainte? En fait, il va y en avoir plusieurs. Alors, généralement, on va en avoir un, mais suivant le problème, on va avoir plusieurs objectifs. Ça va être soit de trouver une solution au problème, soit de trouver toutes les solutions au problème, s'il peut y en avoir plusieurs, soit de trouver la meilleure solution, c'est-à-dire qu'il y en a plein, mais il n'y en a qu'une qui nous intéresse, la meilleure, genre par exemple celle qui coûte la moins chère, ou prouver qu'il n'y a pas de solution. Ça arrive, des fois il y a des problèmes, il n'y a pas de solution. Et on veut pouvoir prouver qu'il n'y a pas de solution. Concrètement, résoudre un problème de satisfaction de contrainte, c'est quoi? C'est juste donner une valeur à chaque inconnu, de manière à respecter les relations logiques. Et là, on a une solution. Alors tout de suite, on se pose la question, ça a l'air simple comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que suivant le domaine qu'on va avoir,
on va pouvoir avoir un nombre de possibilités très grand. On commence à imaginer, vous avez plusieurs variables, c'est des nombres entiers, il y a des relations, il y a beaucoup de combinaisons. Concrètement, ça va être un produit cartésien. Donc il peut y avoir un nombre très grand de possibilités. Si on veut commencer à les énumérer une par une, ça va durer très longtemps. Donc tout le principe, ça va être de trouver un chemin qui va nous mener vers une solution dans un temps raisonnable. Autre chose, c'est que suivant le type de problème, et je l'ai dit tout à l'heure, une solution qui est réalisable, donc qui est valide en termes de définition, c'est-à-dire que les variables dont on a, enfin les valeurs qu'on a données aux variables permettent de bien respecter les contraintes. Par contre, c'est pas pour autant que la solution va être une bonne solution. Dans ce cas-là, on va vouloir ce qu'on appelle déterminer un objectif, et pour ça, on va donner la définition d'une fonction qu'on appelle une fonction d'objectif qui va être fonction des variables et qui va dire plus par exemple la valeur donnée par cette fonction est élevée, mieux c'est. Alors l'exemple classique c'est plutôt le contraire, c'est on va vouloir minimiser les coûts ou minimiser des risques. Vous voyez un petit peu l'idée? Autre chose, je disais tout à l'heure que des fois il n'y a pas de solution. On parle dans ce cas-là de problème surcontraint. Problème surcontraint, c'est-à-dire que l'ensemble des contraintes appliquées à ces variables avec ces domaines-là ne permet pas d'avoir de solution. Soit on est content parce que c'est ce qu'on voulait démontrer, soit on veut quand même une solution, et dans ce cas-là, il va falloir, et c'est la vraie vie la plupart du temps, relaxer les contraintes. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout respecter. Et dans ce cas-là, il va falloir soit en supprimer, soit les hiérarchiser. En attribuant des poids, par exemple, dire que ça c'est vachement important. Par exemple, un avion au décollage, on n'accepte pas trop qu'il se crache. Par contre, si on perd un moteur, c'est quelque chose qui est acceptable. Vous voyez un petit peu l'idée? Même si c'est quand même emmerdant, on est d'accord. Voilà, donc c'est très théorique tout ça. Maintenant, je vais vous montrer des exemples pour que ce soit un peu plus clair. Et des exemples expliqués. Alors normalement, tout le monde a le niveau ici pour suivre ces exemples-là, au moins les 4 premiers. Croyez-moi. Le premier problème qu'on va essayer de résoudre, et on va essayer de le résoudre ensemble, enfin du moins je vais vous demander de réfléchir un tout petit peu, c'est le théorème de Pythagore. Donc il va falloir trouver tous les triangles rectangles de côté entier de périmètre inférieur à 200. La question c'est combien il y en a. Alors, petite précision, c'est pas le genre de problème qu'on résout classiquement avec la programmation par contrainte. Concrètement, c'est sortir un bazooka pour... enfin, vous voyez l'idée. Néanmoins, c'est un très bon exemple qui va permettre de rentrer progressivement dans des trucs un petit peu plus compliqués. Donc, question, combien est-ce qu'il y en a, d'après vous? Oui? Il y en a au moins un, ouais, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs solutions. Personne? Allez, on va voir ça tout à l'heure. Je vais quand même vous donner la solution. Alors l'idée, ça va être de déterminer donc, des variables et les relations qu'il y a entre elles. Qu'est-ce qu'on va avoir de variables dans un triangle? Les côtés. D'accord. Pour qu'un triangle soit rectangle, on doit respecter une contrainte, le théorème de Pythagore, qui dit que la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc on va voir C carré égale A carré plus B carré. Ça va jusque-là. Et l'autre contrainte qu'on s'est donnée, c'est de dire que le périmètre doit être inférieur à 200. Alors j'ai mis inférieur ou égal, en fait c'est inférieur que je voulais mettre, et bon, c'est pas grave. Ouais, parce que sinon ça fait pas le même total, et du coup c'est moins marrant. Et du coup, quel domaine on donne aux variables? Donc typiquement, alors j'ai pas précisé, les côtés vont être entiers. Je crois que c'est précisé. Donc du coup, comment ça se passe en termes de code? Alors c'est là où normalement je fais glisser joyeusement le truc de l'autre côté. Ouh. Alors j'ai utilisé, alors c'est du Scala, ça reste néanmoins très lisible, voilà. Et j'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle Oscar, voilà, ça c'était pour les références. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on a, alors je les ai pas appelés pareil, je les ai appelés X et Y et H pour l'hypoténuse, c'était plus clair. Donc, on va dire que le maximum va être 198. Je me suis dit que le domaine, c'était pas la peine d'aller au-delà. Trouver un triangle rectangle
de périmètre inférieur à 200 avec des côtés qui ont plus de 198, c'est compliqué. Donc deux variables, x et y, l'hypoténuse aussi, et on rajoute les deux contraintes en disant bah, x carré plus y carré égale à h carré, et x plus y plus h inférieur à 200. C'est tout ce que j'ai à faire en fait. Et après derrière, un petit peu de code, c'est pas hyper intéressant de savoir ce que fait ce truc là dans un premier temps. On lance la chose, et du coup je vais le lancer pour de vrai, et on va savoir combien il y en a. Tac. Oui. Ouais, je vais agrandir un petit peu. Alors par contre je l'ai pas sous le nez. Attends, c'est... tac. Je vais pas mettre trop grand non plus parce que sinon ça... C'était pas ce paramètre là. Raté. C'est lequel? Attends, ouais, non, c'est dans l'editor. Alors, je mets pas le mode présentation parce que... Hop, tac. Je pensais que 16 ce serait suffisant, mais... Bon, re-raté. Ça a augmenté? C'est bon au fond du coup? Non. Bon. Du coup, le code est disponible. Je vais éviter de passer 5 minutes de plus à essayer d'augmenter la police, c'est un fail lamentable. Néanmoins, on a le nombre de solutions qui est affiché en bas. Donc pour ceux qui sont devant, on voit la solution, c'est 84. Bon, en fait, il y en a 42, puisque du coup, quand on switch les deux côtés, et du coup, c'est pour ça que je disais qu'il faut mettre inférieur, sinon inférieur ou supérieur, ça fait 43, c'est plus la bonne solution. Voilà. Hop. On revient sur la présentation. Et du coup, on va faire un deuxième exemple. On va essayer de trouver le périmètre, le triangle rectangle qui a le périmètre inférieur à 200, toujours, qui a la plus grande aire. Donc là, on en a 42. Parmi les 42, c'est lequel qui a le plus grand aire. Donc évidemment, on reprend le modèle précédent et on va rajouter une variable sur laquelle on va calculer donc un objectif, en disant bah, on va vouloir maximiser l'aire. Donc si j'arrive à retrouver... Hop. Voilà. On rajoute donc, je disais, une variable a pour r. Donc c'est x fois y, divisé par 2, mais enfin ça ne change rien, on est d'accord. Hein. Et on va vouloir maximiser a. C'est bon? Pourquoi j'ai pas mis le divisé par 2 ou parce que je vois qu'il y en a qui... Non, c'est bon? Et donc on va vouloir maximiser a. Et l'idée, ça va être que le moteur nous trouve le triangle rectangle qui est le plus grand. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a déjà fait le calcul de son côté, là, ou pas? Non? Bon, je m'en souviens jamais, hein, de toute façon. Hein. Donc le plus grand... Ah, raté, pourquoi j'ai pas la... Ah ouais, il est un petit peu plus haut. Ah, c'est pas simple comme ça. Voilà, il est là. Donc c'est le triangle qui fait 48 par 64 par 80. Voilà. Et en fait, ce que vous commencez à voir là, c'est qu'il a fait plusieurs essais successifs en disant à chaque fois, tiens, l'air c'est tant, l'air c'est tant. Alors je vais pas tous vous les montrer, hein, mais l'idée c'est que dès qu'il va trouver une solution qui est meilleure, il va se la garder sous le coude. Voilà. Ça va jusque là? Ouais. Ou non? C'est le matin, là. On a la pêche, normalement. Allez, problème un petit peu plus intéressant, s'il en est. XKCD, vous connaissez. Donc là, je vais lire pour ceux qui sont au fond. L'idée, c'est que le client, qui est un petit peu tatillon, demande au serveur, tiens, moi je voudrais des appetizers pour, je crois que c'est 15,05 $. Tu te débrouilles, tu mets n'importe lesquels, je veux que ce soit exactement ça. Pas sympa, hein. Donc en fait, c'est un problème assez classique, un problème de sac à dos. L'idée, ça va être tout simplement de représenter les prix donc, par des nombres entiers et de faire une somme pondérée en disant la somme pondérée de ces éléments-là est égale à 15,05. Concrètement, comment ça se passe? Toujours très simple. Hop, le petit XKCD qui est là. Donc on a les prix.
On a le total, donc 15,05. Un tableau avec des quantités, et c'est ça qui va bouger en fait. On va tester plusieurs quantités pour chaque truc. Et après, ce qu'on va faire, la contrainte, ça va être, on va faire une weighted sum. Donc grosso modo, on prend chaque élément. C'est ce qu'on fait quand on passe à la caisse. Un nombre d'articles fois le prix égale le total, hein, basiquement. Et en disant ça doit être égal au total. Alors, qu'est-ce qu'on va manger pour 15,05 pile poil? Donc il y a deux solutions. D'accord. Soit on prend 7, je me souviens plus ce que c'était, soit on prend 1, 2 et 1. Voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc les 7, les premiers, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. On va revenir sur la présentation. Hop. Non, c'était pas ça. Tac. Non. Oh. Dead. Je suis pas un as des flèches. Soit on prend 7 mixed fruits, soit on en prend 1, plus 2 hot wings, plus 1 sampler plate en bas. Et ça fait 15,05. C'est les deux seules possibilités. Ça va jusque là? Allez, on monte un petit peu. Ah ouais, il y a un... Allez, hop, donc la solution, je l'ai déjà donnée. Maintenant, on va essayer de résoudre un Sudoku. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Tout le monde connaît le Sudoku, les règles, tout ça. Quelqu'un a déjà essayé d'écrire un serveur de Sudoku? Non. Ok, bah, je vais en écrire un en pas beaucoup de lignes de code et qui est plutôt efficace, juste en disant voilà les règles et puis débrouille-toi. Donc les règles du Sudoku, concrètement on va représenter les cases du tableau. Donc les variables, on va avoir un domaine entre 1 et 9. D'accord. On a des cases qui sont déjà remplies dans un Sudoku. Dans ce cas-là, le domaine de la variable, ça va être un singleton, il va y avoir une seule possibilité. Une constante. Donc les chiffres d'une même colonne sont tous différents, les chiffres d'une même ligne sont tous différents, et les chiffres de chaque zone, et sous carré, sont tous différents. Et en fait, on va juste écrire ça dans le code, et puis ça va marcher tout seul. C'est magique. Hop, donc je reviens là-dessus. Ah oui, alors c'est un Sudoku de niveau diabolique quand même, hein. Je précise, c'est pas le petit Sudoku. Alors je vais agrandir juste la zone là. Si j'y arrive... C'est où? C'est là, c'est là. Tac. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on, grosso modo, on a une matrice, c'est le tableau, qui est rempli avec des variables. D'accord. Le créer de Sudoku, c'est juste, on initialise le Sudoku avec les valeurs telles qu'elles étaient dans la présentation. Là. Et après, ce qu'on va dire, c'est que pour chaque ligne, d'accord, tous les éléments de la ligne doivent être différents. Tous les éléments de la colonne doivent être différents, et tous les éléments d'une zone doivent être différents. Tout simplement. Donc je vous passe un petit peu le code en bas, c'est juste pour récupérer tous les éléments d'une même ligne ou d'une même colonne dans une matrice, qui est un tableau de tableaux. Voilà, c'est pas très intéressant. Enfin, le code, il est là, quoi. Grosso modo, il y a 3 lignes de code intéressantes dans le programme. Et donc, du coup, est-ce que quelqu'un a eu le temps, pendant que je parlais, là, de résoudre le Sudoku? Non. Je suis déçu. Donc on va le résoudre, paf, 10 millisecondes. C'est assez rapide, et la solution elle est là. Si j'arrive à remonter un petit peu... Non, raté. J'ai pas l'habitude de ce clavier. Tac. Voilà, donc la solution elle est là. Elle est bonne, c'est la seule d'ailleurs, parce que sinon ils auraient dit il y a plusieurs solutions. Oubliez les statistiques, là c'est pas forcément très intéressant. Voilà. Ça jusque là? Cool. Tac. Allez, dernier exemple. Un exemple de la vraie vie, entre guillemets. Donc avant, je travaillais chez Lectra, et chez Lectra, Lectra fabrique des machines de coupe pour tout ce qui est tissu, etc. Et l'idée, c'est que quand on va fabriquer pour un vêtement, typiquement, un pantalon, on va vouloir positionner les pièces sur les rouleaux de tissu de la manière la plus efficace possible. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que ces calculs-là sont hyper gourmands, et concrètement, c'est un calcul par VM à un instant donné. D'accord. Comme on en a beaucoup à faire, on va vouloir les paquer de la manière la plus efficace possible, en respectant tout un tas de contraintes. Genre, il n'y a pas qu'un seul client qui passe en même temps. Imaginez, c'est dans le cloud. Hein.
etc., etc. Donc je vais vous montrer ça, et puis on va avoir une ébauche de solution. J'ai pas la solution là, de toute façon je ne l'aurais pas donnée parce que j'ai pas le droit, mais du moins ça va vous permettre d'imaginer un peu ce que ça peut donner sur un problème de la vraie vie. Donc là je vais vous énumérer les contraintes qui sont un poil plus compliquées, vous allez voir, que ce qu'on a eu avant. HPC, c'est High Performance Computing. Voilà. Donc le premier, c'est qu'on doit traiter des calculs de durée différentes, appartenant à différents clients et ayant un délai de rendu. C'est-à-dire que le client il va demander un calcul qui va durer 5 minutes, et il doit l'avoir pendant 1 heure, par exemple, etc., etc. Vous imaginez un petit peu, et il y en a beaucoup. C'est la première contrainte. Commencez à faire le modèle dans la tête, je vais poser des questions après. Hein. J'ai les noms, hein. Faites gaffe. Donc on a un nombre de ressources limité. Évidemment, on ne va pas pouvoir avoir 3 milliards de VM. Ce serait facile dans ce cas-là, on balance tout et puis c'est bon, c'est réglé. Moins on utilise, mieux c'est. En fait, le moins on utilise, c'est pas tellement ça, c'est moins on utilise qui tournent pour rien en fait. L'idée, c'est de ne pas faire tourner des VM dans le vide. Parce que là, on paye très cher, parce que c'est des grosses VM. Ce que je disais tout à l'heure, à tout instant, une VM elle peut traiter qu'un seul calcul. C'est 100% CPU, paquet. Sur une période d'1 heure, donc on doit pouvoir garantir pour chaque client un nombre minimal de calculs. Donc, tout un chacun a droit à faire tant de calculs sur son contrat. Plus il paye cher, plus il en a, évidemment. Et au-delà, on accepte les dépassements de délai. On relaxe un petit peu les contraintes, tout ça. Donc la question, je vous la pose. Vous avez 2 heures. Non, je déconne. Comment modéliser le problème ? Personne n'a la solution ? Bon. Alors je vais représenter ça de manière graphique. Ça va être un peu plus simple. Et puis je vais donner quelques pistes en dessous, en pseudocode. Alors j'ai pas quelque chose qui tourne, évidemment, parce que sinon ce serait trop beau. Mais du moins ça va donner un petit peu une idée du genre de problème qu'on peut résoudre. Donc l'idée, ce que je disais, donc chaque couleur correspond à un client différent. On a un créneau d'1 heure qui est représenté avec les pointillés. Et donc l'idée, c'est de placer, en fait, grosso modo, ces éléments-là, de manière à utiliser le moins de ressources possible, et surtout que les ressources soient utilisées en permanence. Donc l'idée, ça va être que chaque tâche de calcul, on va la représenter en fait par un couple entre l'identifiant de la VM sur laquelle on va l'exécuter et l'ordre d'exécution, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être en premier, en deuxième, en troisième, etc. Et pour chaque VM, on va se dire, on doit avoir tous les index de calcul qui doivent être différents. Parce que ce que je disais tout à l'heure, il ne peut pas y en avoir 2 en parallèle sur une même VM, donc les éléments vont être les uns derrière les autres. On va rajouter une contrainte, par exemple, pour dire on veut minimiser le nombre de VM qui sont utilisés. D'accord ? En disant, cette contrainte, c'est pas très grave si on la viole. Concrètement, c'est pour ça qu'on a mis weak. En bas, il y a une autre contrainte qui dit je dois avoir assez de tâches par rapport à la garantie donnée. Et là, on va dire c'est une contrainte, je ne dois pas y passer, parce que là, c'est mon SLA qui trinque. Donc l'idée, c'est de compter, alors, je vous passe les algorithmes, c'est pas très compliqué en fait, dans une VM, lesquels sont dans... En fait, c'est facile à calculer, hein. On a le nombre de temps, on doit faire des additions concrètement jusqu'à ce que ça fasse 1 heure, un délai d'1 heure. D'accord ? Voilà. Donc ça donne ce genre de choses. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça encore, mais je peux pas donner toutes les pistes. Je vous laisserai réfléchir au problème d'ailleurs, c'est assez intéressant et vous verrez si vous y réfléchissez que c'est pas si simple que ça. C'est simple à faire comme ça quand on a la solution graphique. Par contre, à le traiter automatiquement et dynamiquement, c'est plus compliqué. Et essayez de le faire, vous verrez, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Ça va jusque là ? Ok. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Par quelle magie on arrive à avoir des solutions. Alors, on est dans le cadre de la programmation par contrainte. Donc, on va parler uniquement des problèmes à variables à domaine fini et discret. Parce que sinon, ce n'est pas les mêmes types d'algorithmes. Donc ça, c'est le cas de ce que je vous ai montré jusque-là. Sinon, ce n'est pas les mêmes types d'algorithmes. Vous avez peut-être entendu parler du simplex ou ce genre de choses. C'est d'autres types d'algorithmes.
Ça permet de résoudre les mêmes catégories de problèmes, mais pas dans les mêmes situations. Enfin, en l'occurrence, c'est pas de la satisfaction de contrainte. Et pour ça, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît normalement, c'est le théorème des 4 couleurs. Tout le monde connaît? Ouais. Donc l'idée, c'est que ce théorème-là, il dit que tout simplement, on peut colorer une carte en utilisant 4 couleurs sans jamais que 2 pays limitrophes aient la même couleur. Donc on va se limiter à l'Europe de l'Ouest. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la place du solveur de contraintes, comment il fonctionne et comment il construit son modèle pour après faire les calculs et arriver à une solution. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va construire un graphe de contraintes. Les sommets, ça va être les variables, et les arcs, ça va être les contraintes. Donc là, concrètement, on remarque, donc c'est les frontières. Hein. Donc la France a une frontière avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, etc. Ça va pour tout le monde? Alors, petit point de détail que j'ai pas précisé tout à l'heure. Vous remarquez que là, les contraintes, elles sont binaires. En fait, une contrainte, elle peut porter sur plus de 2 variables dans la réalité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut toujours réduire ça à des contraintes à 2 variables. Et ça se transcrit dans la théorie des graphes avec une contrainte, c'est une arête, des sommets, donc c'est les variables. Quand on a plus de 2 sommets, on a une arête qui relie plus de 2 sommets, on appelle ça un hypergraphe. Donc il y a des algos qui marchent là-dessus. Par contre, c'est quand même vachement plus simple, 1 à représenter et 2 à faire des calculs sur des trucs comme ça. Voilà, petite parenthèse. Autre chose, domaine des variables, donc on a les 4 couleurs, donc rouge, bleu, vert et jaune. Tout le monde voit les couleurs, c'est bon? Okay. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre un problème de satisfaction de contrainte? L'idée, ça va être tout simplement de construire et de parcourir un arbre. Donc on part d'une racine, et puis on va dire telle variable, on va lui donner telle valeur, et après, qu'est-ce que ça veut dire pour toutes les autres, Il y a plusieurs manières de faire, bien entendu. La première manière qui est très bien, parce que on est sûr de trouver une solution, c'est de faire une recherche systématique. C'est-à-dire que grosso modo, on va faire un truc qui s'appelle Generate and Test. On va prendre une variable, on lui donne une valeur, et on va passer à la suivante, etc., etc., etc. Une fois qu'on a fini, on vérifie les contraintes. Bon, vous voyez bien que le problème de ce truc-là, c'est qu'on va se planter très fréquemment, et surtout, on va attendre la fin pour se dire qu'on s'est planté. Surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est des domaines de définition, il y a 4 valeurs possibles. Quand on en a beaucoup, vous imaginez la taille de l'arbre et le temps qu'il va vous falloir pour passer toutes les possibilités. Voilà, c'est un petit peu débile. Donc c'est exhaustif, on est sûr de trouver une solution, par contre, c'est pas du tout efficace. On va essayer d'améliorer ça un petit peu. C'est toujours de la recherche systématique, par contre, on va faire ce qu'on appelle du backtracking. On va avancer, on va générer une solution, donc là typiquement Belgique et France ont la même couleur, et là on va se dire ah stop, on s'est planté, on va revenir en arrière et on va changer la valeur de la deuxième variable, fr. Donc c'est un peu mieux parce que là du coup on va pas générer toute la solution pour dire ah c'est dommage, on s'est planté. Mais par contre on va continuer à se planter joyeusement tout au long de la définition. Typiquement, là les 2 couleurs, on va se dire, ah, on s'est planté. Par contre, plus loin, quand on va avoir les 2 jaunes, ça va être pareil. Les 2 verts, pareil. En fait, on se rappelle absolument pas de pourquoi on s'est planté. Donc du coup, on va se planter plein de fois. Donc il y a peut-être un petit peu mieux à faire. En fait, pour faire mieux, il y a des techniques qu'on appelle les techniques de consistance. C'est-à-dire que plutôt que bourrinement générer des valeurs sans trop réfléchir, on va dire, tiens, on va vérifier si la valeur qu'on veut affecter, elle respecte les contraintes, à minima. Typiquement, donc on a grosso modo 2 types de consistance qu'on appelle locale. La consistance de nœud, donc là ça s'applique pas trop, mais typiquement si on a un domaine sur les entiers et qu'on dit telle variable doit être paire, ça sert à rien de mettre un nombre impair, on est d'accord. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc là ça s'applique pas. Et après on a la consistance d'arc, où là c'est simplement dire si France est en jaune, Espagne elle sera pas jaune, donc on peut virer le jaune du domaine de définition de l'Espagne. Et par extension, le CAPAS, c'est juste dire, on prend pas juste un arc, on met carrément un chemin, plus ou moins long. Ça, jusque là j'ai perdu personne? C'est clair?
Donc le but de tout ça, en fait, ça va être à chaque fois de réduire l'espace de recherche. D'avoir le moins de possibilités à traiter. Donc on va élaguer le plus possible l'arbre de manière à avoir un arbre le plus petit possible à parcourir. L'idée étant d'arriver plus vite à une solution. Du coup, ces solutions-là, enfin ces techniques-là, elles ne sont pas antinomiques. En fait, on va utiliser, et la plupart des algos qui existent, alors je ne vais pas vous passer l'intégralité des algos qui existent, depuis 30 ans, il y a des centaines d'algos qui existent, et il continue d'y en avoir de découverts, d'inventés tout le temps. Mais concrètement, sur ces bases-là, on va faire ce qu'on appelle de la propagation de contraintes. Grosso modo, ce qu'on va faire, c'est du backtracking avec de la consistance. Ça va être un bon compromis qui va permettre en fait de revenir en arrière si on s'est planté dans une solution, et surtout de vérifier, de tester un petit peu l'arbre de manière à couper les solutions dans les différentes branches, le tout en étant le plus efficace possible. En fait, c'est pas très cher à implémenter ces algos-là. Donc concrètement, comment on fait? On prend par exemple la France, on va lui donner une valeur, jaune. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de détecter les conflits et d'élaguer ces conflits-là. Donc pour ça, on va utiliser de l'arc consistance en faisant ce qu'on appelle du forward checking. Le forward checking, c'est on va regarder vers l'avant et dire, tiens, les valeurs qui sont associées, donc par exemple pour le Luxembourg, pour la Belgique et tout ça, quelles valeurs elles ne peuvent pas avoir, ou elles peuvent avoir. Donc typiquement, bon là le cas est simple, on est d'accord, ça peut pas être jaune. Donc on va pouvoir dire, l'Italie sera pas jaune, la Suisse pareil, etc., etc. Donc on va pouvoir, comme ça, diminuer le nombre de solutions. Évidemment, plus on va avancer, plus on risque d'avoir des conflits. Alors, là, ça marche à tous les coups. On est d'accord, colorer une carte avec les quatre valeurs, on est sûr que ça fonctionne. Par contre, dans le cas général, on n'est pas sûr qu'en avançant dans l'arbre en faisant comme ça, on n'ait pas de contrainte, on n'ait pas de blocage. Et dans ce cas-là, on ne sera pas obligé de revenir en arrière. Là, on n'en aura pas. On est sûr que ça va fonctionner, en fait. Pour améliorer encore un petit peu les choses, on se rend compte qu'en ordonnançant le choix des variables, on va pouvoir être meilleur. Il y a deux types d'heuristiques pour ça, qui s'appellent first fail et first succeed. Alors c'est assez marrant. Alors le first fail, concrètement, là il ne marche pas, puisque ce que je disais tout à l'heure, on y arrive toujours. Mais l'idée de ça, c'est de se dire, on est dans un nœud d'un arbre, on a plein de possibilités devant nous, et on va se dire, je vais tester cette branche-là parce que je pense qu'elle va planter. Et ça va permettre d'élaguer rapidement ce sous-arbre. Vous voyez un petit peu l'idée? L'idée, c'est de tester rapidement et de dire, tiens, cette branche-là, c'est pas la peine d'y aller. Cette branche-là, je pense que élaguer, encore une fois, le plus de possibilités fausses. Donc ça, c'est la première heuristique. Donc appliquer, là, évidemment, appliquer sur ce cas-là, c'est pas très comment dire, visible. Par contre, le deuxième, le first succeed, ça va être le contraire, ça va dire je vais donner une valeur à une variable parce que je suis quasiment sûr que celle-là elle est bonne. Et en fait là, c'est assez facile à trouver parce que l'Irlande et la Grande-Bretagne, elles sont un petit peu isolées, il y a très peu de contraintes dessus. Et en fait, ce qu'on va rechercher, c'est on va chercher les variables qui ont le moins de contraintes et se dire celles-là je peux les affecter facilement. Et effectivement, très facilement, on dit rouge d'un côté, jaune de l'autre. Terminé, on a une solution. Une sous-solution. Et c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous voyez l'idée? Parce que les contraintes sont très limitées. Si on avait fait la même chose pour l'Allemagne, ça marchait moins bien. On ne peut pas dire l'Allemagne va être obligatoirement bleue. Même si là, encore une fois, ça fonctionne assez facilement. Pour aller plus loin, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on pourrait en parler pendant des heures. Et puis en plus, je ne connais pas tout dans le détail. Ça, c'est bien. Mais du coup, ça fonctionne bien sur certains types de problèmes. Évidemment, il y a plein d'algos qui existent, il y a de bonnes raisons pour ça. C'est parce que il y a plein de problèmes différents et tous les problèmes ne se résolvent pas de la même manière, on est bien d'accord. Ce qui fonctionne bien, c'est d'utiliser, encore une fois, des heuristiques. Et en fait, ce qui est fait, c'est d'utiliser des algos de recherche locale. On va prendre
une variable, et localement, on va générer une solution. Aléatoirement. Donc ça dépend après de l'algo, la technique dépend de l'algo. Et à partir de là, on va dire, on va essayer de réparer localement les contraintes. Parce que forcément, quand on génère aléatoirement, il faudrait vraiment avoir beaucoup de bol pour que toutes les contraintes soient respectées. Ça arrive pas, concrètement. Mais du coup, localement, on va pouvoir réparer. On va dire, tiens, cette variable, je lui ai donné telle valeur, ça va respecter telle contrainte. Et comme ça, de proche en proche, on va pouvoir réparer les choses. Le problème de ces solutions-là, évidemment, vous l'avez compris, c'est que c'est un peu le coup de bol, ou le coup de pas de bol, c'est que on n'est pas sûr de trouver une solution. Forcément, ce serait trop beau de pouvoir trouver une solution de manière aléatoire, et hop, ça marche tout seul. Par contre, quand ça fonctionne, ça peut fonctionner très rapidement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein d'algos différents. Suivant les cas, on sait que dans telle configuration, c'est mieux d'utiliser tel algo, parce que ça va permettre de résoudre très rapidement tel ou tel type de problème. Alors, pour finir, quelques techniques et patterns. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Grosso modo, pour résumer, en fait, c'est mettez en place les choses, posez bien les définitions, et après, concrètement, suivant les libres que vous utilisez, vous allez pouvoir switcher les algos et tester un petit peu, comment ça réagit. C'est pas miraculeux, c'est très expérimental. Bon, après, il y a la méthode mathématique pour ceux qui ont envie, mais moi, c'est pas trop mon dada. Donc déjà, la première chose, c'est quand est-ce qu'on va utiliser la programmation par contrainte. Tout à l'heure, je disais l'exemple des triangles rectangles. Enfin, faites pas ça, quoi. Concrètement, c'est facile à résoudre autrement. Il y a des techniques numériques, il y a des techniques bourrin aussi qui sont très rapides. Enfin, c'est pas utile. Concrètement, ça va être utile quand on va avoir des contraintes complexes et nombreuses. Quand il y a plein de relations, ça c'est quand même pas mal. Faut pas qu'on ait par contre des fonctions objectives, tiens d'ailleurs, petit typo, trop compliquées. Quand il y en a plusieurs, en fait, on va trouver des trucs surcontraints, ou, enfin voilà, ça va pas fonctionner. Problème de décision, ça me fonctionne très bien. On va voir quelques exemples après. Et puis, ce qu'on fait habituellement, hein, tiens, ça marche pour tel problème, moi mon problème il est similaire, je vais utiliser le même type de solution. Les domaines d'application, par exemple les plannings de conférences, c'est quand même plein de contraintes. Voilà, un speaker, il ne peut pas être à 2 endroits différents, par exemple. Hein. Je crois que c'est Devox qui utilise Optaplanner pour entrer toutes les contraintes et pour réussir à avoir un programme qui veut dire quelque chose. Même si des fois, il y a des impondérables, hein, quelqu'un qui rate l'avion, tout ça. Les parcours de livraison, l'idée étant d'être le plus efficace, dépenser le moins de carburant possible, avec forcément on a une quantité limitée, un métrage limité dans les camions. Des assignations de tâches, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Séquençage d'ADN, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait des séquençages d'ADN. De la localisation de panne, du design de circuit, etc., etc. Donc comment on fait? J'ai déjà donné une partie des solutions. L'idée, dans un premier temps, ça va être d'identifier les variables du problème et attribuer un domaine aux variables. En faisant attention à la taille du problème. Ce que je disais tout à l'heure, on va essayer de réduire au maximum le domaine de chaque variable pour éviter de se trouver avec des trucs trop grands. Évidemment, quand on fait un calcul, par exemple tout à l'heure sur les nombres, non, on va mettre sur les couleurs, tiens. Sur les couleurs, je disais, on fait le théorème des 4 couleurs, j'aurais très bien pu mettre une palette de 16 millions de couleurs. C'est un peu débile, on est d'accord. Surtout sur un generate and test d'ailleurs. Établir la liste des contraintes, et ça c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que la plupart du temps, les contraintes, on va parler de contraintes business, des contraintes légales, etc. Il y en a qu'on peut outrepasser, il y en a que non. Et puis suivant les personnes à qui on demande, c'est important, c'est pas important. Ça c'est la partie la plus compliquée. Si possible, on décompose en sous-problèmes. Classique, mais si on peut éviter d'avoir un énorme problème à résoudre, mais plutôt plusieurs petits qui sont indépendants, c'est mieux. Et ce que je disais, c'est utiliser en premier les algos naïfs. Alors, le generate and test, personne ne le fait. Hein. Concrètement, ça part toujours sur ce que je disais tout à l'heure, le forward checking. Et après, on peut swapper les algorithmes suivant les libs. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on utilise le truc de base, on mesure. Si on est content, c'est cool. Si on n'est pas content, on essaie d'optimiser. Optimiser, ça va être dans un premier temps essayer d'autres algos. Et on peut essayer très facilement. Hein, c'est juste changer une ligne de code pour dire tiens, j'essaye plutôt celui-là. Même sans trop savoir ce qu'on fait, ça marche plutôt pas mal. Quand on sait ce qu'on fait, c'est mieux, mais... Et après, optimiser, c'est-à-dire
aller plus loin suivant ce que permet la bibliothèque. Donc pensez à binariser les contraintes, ce que je disais tout à l'heure, avoir une contrainte qui porte sur plein de variables, la décomposer en plusieurs contraintes sur 2 variables. Et je crois que j'arrive à la fin, puisque c'est l'heure des questions, et qu'il reste quelques secondes, je crois. 3 minutes. Oh, c'est cool, il y a du temps. Donc si vous avez des questions, oui, c'est bien les questions. Oui. Sur quel problème c'est particulièrement pas efficace? Ah ouais. Sur quel problème c'est particulièrement pas efficace et à éviter? Ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des solutions, quand concrètement tu dis ah tiens ça je peux le développer comme ça, c'est que probablement c'est pas efficace. L'exemple des triangles rectangles, 3 boucles for imbriquées, tu vois, enfin c'est pas le truc foufou, mais tu peux le faire, tu vois. Donc là concrètement tu te dis il vaut mieux pas partir là-dedans. Tu vas probablement aller plus vite comme ça. Il y a aussi des méthodes numériques qui existent. La plupart du temps c'est quand tu dis tiens je bute là vraiment, je vois pas quel algo je peux utiliser pour faire, ou alors tu es en train de chercher des algos de recherche ou ce genre de choses. Là tu peux commencer à te dire tiens peut-être qu'il y a quelque chose à faire là dans cette voie-là. Mais concrètement si tu arrives à penser à un algo assez rapidement, un algo naïf sur lequel tu peux partir, probablement que c'est pas. Après, il n'y a pas de méthode miracle pour dire tiens ça marche bien dans certains cas, ça c'est sûr. Après, dans quel cas ça marche vraiment pas? En fait, on peut l'utiliser tout le temps. Parce que j'ai vu, enfin voilà, sur les triangles on peut le faire. Voilà. Concrètement, c'est quand on a des solutions à chercher à partir d'un ensemble de. Voilà, c'est quand on arrive à construire un problème avec des variables, des domaines, etc. Là, on se dit peut-être que. Voilà. Ok. Ouais. C'est un peu le. Voilà. Solution, enfin la réponse. Une question là-bas, oui. Bonjour. Dans l'informatique de service, on tente aussi de minimiser les coûts en maintenabilité. On est passé des boucles qui ne sont pas forcément très lisibles et très compréhensibles à des streams, à la programmation fonctionnelle. Est-ce que du coup, sur des petits jeux de données, c'est assez explicite quand on voit justement les contraintes qui sont listées les unes après les autres, est-ce qu'on a une performance qui est comparable? Alors, ça, je vais dire ça dépend du problème. Concrètement, si on peut développer un algo spécialisé, c'est mieux de développer un algo spécialisé. Il sera plus rapide. C'est de manière générale, la programmation par contrainte, elle va bien sur les problèmes combinatoires de type plutôt NP complet ou NP difficile. Mais la plupart des problèmes NP difficiles, en l'occurrence, on peut développer des algos spécialisés, donc pas généraux, qui sont plus efficients dans quasiment tous les cas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus maintenables, mais ils seront plus efficients. Là, l'avantage, c'est qu'on peut très facilement rajouter des variables, des contraintes, et ça va continuer à fonctionner. Voilà. Mais de manière générale, c'est moins efficient, ouais, ça c'est sûr. Ok, merci. Je profite que... Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des librairies dans certains langages? J'ai vu tu avais utilisé Oscar sur Scala, mais est-ce qu'il y en a dans d'autres? Parce que alors, bon, je les connais pas toutes, j'en ai listé un peu plus loin. En Java et en Scala, puisque moi c'est ce que j'ai utilisé principalement. Donc il y a Oscar donc en Scala. En Java on a Optaplanner qui est très connu et très utilisé, qui a l'avantage d'être assez haut niveau. Concrètement on fait une modélisation objet, on met des annotations. C'est un peu plus simple que d'utiliser des variables de type entier, etc. Choco Solver aussi en Java, qui lui est un peu plus bas niveau. Après il y en a dans un peu tous les langages. Il y en a un qui s'appelle G-Code, je crois en C++, qui est assez connu. Il y en a en Haskell, en un peu ce qu'on veut. Donc en cherchant bien, on trouve assez facilement. Personnellement, la plus simple que j'ai trouvée, enfin celle qui est la plus simple à utiliser de mon point de vue, c'est Optaplanner. Et la documentation est absolument géniale. C'est d'ailleurs pour ça que je la liste là. Il y a plein de use cases, plein d'exemples. Il y a même des exemples qui tournent avec un truc graphique où on voit les camions se déplacer. C'est absolument génial. Mais voilà, ça existe un peu dans tous les langages. Donc j'ai donné quelques liens.
Le premier, c'est un lien, j'ai basé une partie de ma présentation dessus. C'est un blog de Roman Bartak qui est assez ancien, mais qui explique très bien en détail tout ce que je viens de vous expliquer. Bon, après, concrètement, j'ai donné 2-3 autres liens. Vous allez sur un moteur de recherche, vous cherchez programmation par contrainte ou constraint programming en anglais. Vous allez trouver des centaines de ressources plutôt très bonnes. C'est assez facile à retrouver. C'est plus de temps ou plus de temps? Ah, j'ai plus de temps en fait. Un petit code promo si vous voulez utiliser le service, si vous avez des déplacements prochainement. Si vous voulez faire attrapez-moi dans le couloir. Pas violemment. Hein. Puis merci. Et à moi.